On l'a appris avec désolation ce dimanche 13 mars, l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le pays dont la situation économique est enviable, surtout depuis la fin de la crise post-électorale. Chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui nous permettra de dresser une cartographie des risques économiques et financiers liés aux attaques de Grand Bassam. Voilà, pour cet exercice, chers téléspectateurs, je ne serai pas seule, je serai avec une personne que vous connaissez très bien. C'est M. Lodamas, chers téléspectateurs. Restez avec nous, nous reviendrons sur ce plateau juste après ce qui suit. Bonjour à vous téléspectateurs de Business 24 Africa, nous sommes de retour sur ce plateau et nous sommes avec Monsieur Lodamas. Monsieur Lodamas qui, je vous le rappelle, est spécialiste des marchés financiers, il est aussi journaliste à PME Magazine. Bonjour Monsieur Lodamas. Bonjour Madame. Merci de nous gratifier de votre présence sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, nous allons aborder avec vous un thème très important. Nous allons parler d'un sujet qui touche la Côte d'Ivoire, qui touche les Ivoiriens particulièrement. D'accord. Et c'est l'attaque de Grand Bassam. Nous allons plus nous focaliser sur les risques économiques et financiers concernant cette attaque-là. D'accord. Voilà. Monsieur Lodamas, en tant que spécialiste des marchés financiers, en tant que spécialiste des finances, voilà, nous allons essayer de comprendre, vous allez nous expliquer quels sont les risques liés à cette attaque-là concernant principalement Grand Bassam, cette ville historique. D'accord. Donc quand on parle de risques économiques et financiers, il est important de préciser que ce sont des scénarios qui ne vont pas forcément arriver. Mais en tant qu'intellectuel, il convient de réfléchir. Il convient donc d'essayer de dresser une sorte de cartographie des risques économiques et financiers pour permettre justement aux autorités gouvernementales, à qui de droit, on le dira comme ça, de prendre encore des dispositions très utiles pour permettre à l'économie nationale de tenir bon face à toutes ces menaces terroristes, etc. Et pour permettre aussi à tous ceux qui évoluent dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'hôtellerie, tous les opérateurs économiques, que ce soit ceux de Bassam ou bien ceux qui opèrent même au niveau de toute la Côte d'Ivoire, de ne pas sombrer à la suite des attaques dont la Côte d'Ivoire a été victime. Donc pour répondre à votre préoccupation, parlant des éventuels risques à identifier au niveau de la ville de Grand Bassam, ce que nous voyons dans un premier temps, c'est un risque de baisse au niveau de la fréquentation des plages de Bassam, également au niveau de la fréquentation des réceptifs hôteliers de Grand Bassam. Les réceptifs hôteliers qui sont situés en bordure de mer et même ceux qui ne sont pas forcément qui n'ont pas de plage privée, d'accord? Eu égard à la dimension de cette attaque, il est fort probable que la population ait une certaine réticence à fréquenter les hôtels de Grand Bassam. Oui. Donc ce risque-là est à prendre en compte. L'autre risque également, si le premier risque se matérialise, il est aussi fort probable, on le dira, que les recettes issues, les recettes glanées par ces différents réceptifs hôteliers, que ces recettes-là donc observent des mouvements de baisse d'une certaine façon. D'accord? Donc baisse sur les recettes hôtelières du premier trimestre, on dira même probable baisse des recettes hôtelières sur le premier semestre 2016. D'accord? Donc il va falloir également regarder cela. Ensuite, l'autre risque aussi qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a un risque de réduction même d'effectifs au niveau, si par exemple, c'est toujours le scénario un peu pessimiste, si par exemple les recettes baissent, en tant que gérant de réceptifs hôteliers, certainement ces gérants-là vont prendre des dispositions pour optimiser leurs différentes charges, pour réduire les différentes charges. Et très souvent, en pareille circonstance, la première réflexion qui vient tout de suite, c'est de réduire l'effectif. Oui. D'accord? Donc, si les réceptifs hôteliers de Grand Bassam sont de moins en moins fréquentés, les managers, les dirigeants de ces réceptifs hôteliers peuvent, par exemple, réduire le nombre d'employés. Oui.
Donc il y a un risque de réduction des effectifs dans une optique d'optimisation des différentes charges. Ok. L'autre élément aussi, c'est le risque de fermeture périodique de ces établissements pour la réflexion de ces établissements et pour même renforcer le dispositif sécuritaire. Oui. Ok. Donc, certains gérants de ces réceptifs peuvent prendre ces dispositions. On ferme l'hôtel pendant un moment, on renforce tout ce qui est dispositif là, au niveau de la sécurité, on revoit tout le patrimoine, tout ce qui est matériel de production qui a été détruit, tout ce qui est équipement de l'hôtel. Donc, en clair, tout ce qui est réhabilitation va être fait. Et donc, on peut assister, il est fort probable, donc on assiste peut-être sur 1 mois, sur 2 mois à la fermeture périodique de certains réceptifs hôteliers au niveau de... Et le dernier élément, ceux qui ne seront pas soutenus financièrement, je parle des opérateurs économiques qui interviennent dans ce secteur-là au niveau des BASAM, s'ils ne sont pas soutenus, si le gouvernement ne leur accorde pas certaines subventions, certains financements, ceux qui ne tiendront pas peuvent carrément fermer boutique. Donc, certains réceptifs peuvent totalement fermer et peut-être même ces réceptifs-là seront cédés à d'éventuels repreneurs. D'accord. Donc, tous ces risques-là existent au niveau de Grand Bassam et il va falloir donc prendre des dispositions urgentes. Je pense que le gouvernement ivoirien se signale déjà. On va certainement aborder ces aspects-là. Mais il convient, en termes de cartographie des risques économiques et financiers, de mentionner ces éléments-là qui sont liés au niveau de Grand Bassam. D'accord, c'est bien compris. Monsieur Lodamas, on a fini avec Grand Bassam. Maintenant, on va au plan national concernant la Côte d'Ivoire tout entière. Monsieur Lodamas, les risques, on peut parler de la baisse des recettes du secteur touristique. On voit un peu que la Côte d'Ivoire a commencé à se relever après la crise post-électorale et le tourisme, tout et tout, a commencé à reprendre de plus belle. Voilà, il y a des risques. Quels sont ces risques-là concernant réellement le tourisme après cette attaque-là pour la Côte d'Ivoire? Oui, justement parce que vous savez, lorsque dans un pays, il n'y a pas de sécurité, mais lorsqu'il y a des événements qui peuvent entacher le niveau de sécurité au niveau du pays, cela peut constituer un frein pour les touristes, par exemple, pour les investisseurs, pour les touristes, et pour d'autres personnes assez stratégiques pour le pays. Donc, parlant d'activités touristiques, il faut savoir que les recettes touristiques en Côte d'Ivoire en 2014 étaient estimées à autour de 300 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire a enregistré en termes de visites, en termes de nombre de touristes qui ont visité ce pays-là, enregistré à fin 2015 un effectif d'autour d'1 million de touristes. D'accord. Et également, je précise que les recettes touristiques représentent à peu près, quand on va prendre les statistiques, à fin 2014, les recettes touristiques représentent en Côte d'Ivoire à peu près 4,8% du PIB national. D'accord. Et donc, c'est pour dire que c'est vrai que l'activité touristique n'est pas une activité principale au niveau de l'économie ivoirienne, mais vu qu'elle représente environ 5% du PIB, on dira que l'activité touristique n'est pas du tout négligeable. D'accord. Et donc, si au niveau sécuritaire, il y a des doutes, si au niveau sécuritaire, les touristes ne sont pas rassurés, on peut observer un risque de baisse au niveau des activités touristiques. Et je rappelle aussi que au niveau du secteur de l'hôtellerie, le secteur de l'hôtellerie génère en Côte d'Ivoire de façon directe 3000 emplois et de façon indirecte 9000 emplois. Vous comprenez? Et donc, s'il y a une baisse au niveau de l'activité touristique, ce sont des emplois directs qu'on va perdre, ce sont des emplois également indirects qu'on va perdre. Et donc, le risque de baisse de l'activité touristique, comme vous le mentionnez, est très réel. Il va falloir donc prendre des dispositions pour ne pas que les touristes qui envisagent de visiter ce pays-là, que ces touristes-là soient découragés, ou bien que le peu de touristes qu'on a, que ces personnes-là se précipitent pour quitter la Côte d'Ivoire. Il faut prendre des dispositions pour les mettre en confiance. Il faut prendre des dispositions pour que les touristes qui veulent venir viennent effectivement en Côte d'Ivoire. Voilà. Et continuons, M. Lodamas, toujours concernant la Côte d'Ivoire. Oui, donc en termes de risque au niveau de l'économie nationale, on a aussi un risque au niveau de un risque de croissance de l'indice de sécurité.
D'accord. L'indice de sécurité est un élément qui permet de mesurer le niveau de sécurité dans un pays. En 2012, par exemple, selon l'ONU, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était estimé à 3,8. En janvier 2015, l'indice de sécurité était évalué à 1,6 et à fin 2015, l'indice de sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire était estimé à 1,1 en décembre 2015, je rappelle. Et donc nous sommes en pleine année 2016. Il serait intéressant que l'indice de sécurité soit plutôt revu à la baisse, encore une fois de plus, pour rassurer les investisseurs, pour rassurer tous les partenaires de la Côte d'Ivoire. Et donc, avec une telle attaque terroriste, il y a un risque de rehaussement de l'indice de sécurité. Oui. Et si cet indice de sécurité est revu à la hausse, cela sous-entend que en Côte d'Ivoire, le niveau de sécurité n'est pas vraiment rassurant. Et si tel est le cas, certains investisseurs, certains touristes peuvent désister et la destination Côte d'Ivoire sera en griffe blacklistée. D'accord. Donc il va falloir faire très attention. Si l'indice de sécurité est revu à la baisse, il y a un autre risque qui en découle, c'est le risque de ralentissement des investissements. C'est ça. Les investisseurs auront peur de venir. Les investisseurs, surtout ceux qui interviennent au niveau de l'hôtellerie, peuvent par exemple ralentir leurs investissements. Je rappelle encore à juste titre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, surtout au niveau d'Abidjan, l'industrie hôtelière, notamment l'hôtellerie de luxe, est en train de prendre de l'ampleur. Il y a la chaîne Azalai Hotel qui est en train de s'installer. Il y a le Radisson Blu Hotel d'Abidjan qui doit ouvrir normalement au cours du mois de mars. Il y a le Hilton Hôtel Abidjan qu'on doit construire au niveau du plateau. Il y a le Noon Hôtel d'Abidjan aussi qui doit être construit au niveau du plateau. Donc il y a beaucoup de projets qui sont dans les pipelines. Merci pour la pub, monsieur Lo. Non, excusez-moi. Voilà, c'est pas dans l'optique de faire de la publicité, mais c'est pour juste faire ressortir, c'est pour juste faire ressortir qu'il y a effectivement des investissements importants qui sont en cours au niveau du secteur hôtelier. Qui sont en cours au niveau du secteur hôtelier. Et donc si l'environnement sécuritaire n'est pas rassurant, le risque que nous on diagnostique, c'est qu'il peut avoir un ralentissement de ces investissements-là. Tout à fait. Donc il va falloir donc faire très attention. D'accord. L'autre risque aussi qu'on peut mentionner, c'est le risque de recadrage au niveau des dépenses publiques. Parce que nous sommes, la question de la lutte contre le terrorisme est une question qui devient une priorité pour le gouvernement. Les dépenses liées par exemple au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité peuvent désormais figurer comme des dépenses prioritaires pour le gouvernement. Tout à fait. Je rappelle aussi que le budget de l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2016 s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 5 813 milliards de francs CFA. Donc le risque qu'il y a, c'est quoi? C'est que on a besoin par exemple de renforcer le dispositif militaire, de rééquiper les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a parlé par exemple de l'application du pacte, du plan d'action antiterroriste qui va certainement encore générer beaucoup de moyens, nécessiter beaucoup de moyens financiers. Et donc si les dépenses militaires, les dépenses liées à la sécurité s'avèrent des dépenses prioritaires, il est fort probable par exemple qu'on puisse mettre en berne certaines dépenses liées par exemple à la santé, à l'éducation, certains autres postes ministériels. On peut les mettre juste en veilleuse pour privilégier justement les dépenses militaires, les dépenses liées à la défense, les dépenses liées à la sécurité. Parce que ça devient une question urgente, une question importante, une question donc prioritaire pour le gouvernement. Donc le budget par exemple qui était alloué au ministère de la Défense pourra peut-être être revu à la hausse. Le budget qui est allié par exemple au ministère de la Sécurité pourra aussi être réévalué. C'est pourquoi nous parlons de risque, mais de probabilité de recadrage des dépenses publiques. Donc cet élément aussi à prendre en compte. Et en termes de dernier risque qui est lié au marché des capitaux, la Côte d'Ivoire, pour justement financer ce budget 2016, aura recours à des emprunts sur le marché des capitaux. Et il y a un emprunt obligataire qui a été lancé le mois de mars, le TPCI 6%, avec comme échéance l'année 2016,
les années 2016 et 2028. D'accord? Et donc, si il y a un risque important que les investisseurs diagnostiquent au niveau de la Côte d'Ivoire, ils peuvent par exemple ralentir leur souscription au niveau de cet emprunt obligataire. Surtout que cet emprunt doit être bouclé par exemple à fin mars. Et c'est au cours du mois de mars qu'il y a eu cette attaque-là. Donc, on peut noter par exemple une démotivation, on peut noter une sorte d'accroissement du sentiment de prudence au niveau des investisseurs. Et donc, le gouvernement peut ne pas, par exemple, atteindre ses objectifs en termes de levée de fonds. Donc, il risque d'avoir, par exemple, une baisse de performance en termes de levée de fonds sur les marchés des capitaux. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte au niveau macroéconomique pour que des dispositions minimales soient prises pour que, justement, tous ces risques-là que nous avons cités ne s'avèrent pas une réalité sur le terrain. D'accord, c'est bien compris, M. Lodamas. Merci pour toutes ces informations. Et avant de terminer cette émission, nous allons bénéficier de vos conseils, M. Lodamas, et puis voilà, clore cette émission. D'accord. Avant de parler de conseils, je veux aussi parler d'un autre risque qui me vient à l'esprit avant de conclure. C'est le risque même au niveau des marchés financiers, notamment au niveau de la bourse des valeurs. Au lendemain de l'attaque du 13 mars, ceux qui ont bien observé ont pu se rendre compte que le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières a été influencé négativement automatiquement. Je donne certaines informations précises. Au lendemain donc des attaques, le BRVM 10 a chuté de 0,06%. L'indice BRVM Composite a baissé de 0,28%. Okay. Au niveau du secteur du transport, le titre Bolloré Côte d'Ivoire a chuté de 0,002%. Le titre Movis Côte d'Ivoire, qui intervient aussi dans le secteur du transport, a baissé de 0,10%. Je rappelle aussi que la menace terroriste plane autour de la Côte d'Ivoire, mais également autour du Sénégal. D'accord, autour du Sénégal, ça revient très souvent dans les déclarations, dans les différents commentaires. Et on a noté qu'au niveau de la BRVM, par exemple, au lendemain de l'attaque survenue à Grand Bassam, le titre BOA Sénégal a automatiquement chuté de 0,02%. Le titre Sonatel du Sénégal aussi a automatiquement régressé de 0,42%. Ok, le mardi 15 mars, c'est-à-dire 2 jours après les attaques, on a constaté également que cette tendance baissière s'est poursuivie à la BRVM. À quel niveau précisément? Le BRVM 10, à la date du mardi 15, a chuté de 1,15%. Donc on est passé d'une baisse à la veille de 0,06 à une baisse qui s'est approfondie pour atteindre un niveau de 1,15%. L'indice BRVM Composite aussi a approfondi son niveau de régression pour atteindre donc un niveau de 1,10%. Le titre Bolloré a prolongé sa baisse pour se retrouver à une chute de 3,22%. Le titre Cervère Abidjan Côte d'Ivoire, qui intervient au niveau des compagnies aériennes, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce titre-là a chuté de 2,44%. J'enchaîne avec le titre Sonatel du Sénégal, qui a régressé de 1,61%, et le titre Total Sénégal, qui a baissé de 0,37%. L'impact de l'attaque de Grand Bassam sur le marché de la BRVM n'est pas à négliger. Et donc, si on demeure dans une atmosphère de psychose, dans une atmosphère de peur, etc., le marché de la bourse régionale des valeurs mobilières peut être négativement influencé. Tout à fait. Voilà. C'est bien compris, Monsieur Lodamas. Donc, pour revenir à vos conseils... Oui, merci. Pour revenir à vos conseils, ce qu'on peut dire, c'est que nous encourageons donc les autorités gouvernementales à donner un signal fort, les autorités gouvernementales ivoiriennes. Et je pense que c'est ce qui est déjà fait. C'est ce qui est fait. Il y a des mesures de subvention qui sont prévues pour les opérateurs économiques de Bassam qui interviennent dans le secteur de l'hôtellerie. Je pense que l'État va dégager à peu près au moins 200 millions de francs CFA. Oui, 200 millions de francs CFA. 200 millions de francs CFA pour les opérateurs. Voilà, pour les petits investisseurs également qui interviennent au niveau de Bassam. Je crois qu'il y a au moins 5 millions qui sont... 50 millions. 50 millions pour être plus précis. Et donc l'État de Côte d'Ivoire est déjà en train de prendre certaines dispositions pour dire à toutes les victimes, d'hommes d'affaires victimes de cette attaque-là, que l'État est à leur côté, qu'il faut qu'ils restent debout pour que l'économie justement tienne bon.
D'accord? Donc ces mesures sont à saluer, ces mesures sont à encourager. Et nous, en tout cas, nous encourageons vivement cela. Il faut donc soutenir les opérateurs économiques. Il faut surtout travailler davantage pour qu'il y ait la sécurité sur toute l'étendue du territoire, que ce soit à Bassam, à Abidjan et même à l'intérieur. Tout ce qui est site stratégique, il va falloir donc que ces sites-là soient sécurisés. Il faut que les Ivoiriens se sentent en sécurité. Il faut que tous les opérateurs économiques se sentent en sécurité. Il faut que les touristes se sentent en sécurité. Il faut également que tous ceux qui investissent sur les marchés financiers se sentent en sécurité. Je pense que si ces mesures-là sont prises, les risques que nous avons évoqués ne vont pas se traduire en réalité et l'économie ivoirienne va mieux se porter. Donc le tout... plus en plus de l'avant. Exactement. Donc le tout sera de rassurer tout le monde, d'insister sur le volet sécuritaire, de travailler davantage, de ne pas baisser les bras, de ne pas entretenir la psychose, de rester confiant, de travailler et de prendre tout ce qui est mesures de sécurité, etc. De mettre tout le monde en confiance. Si tel est le cas, je pense que l'économie ivoirienne tiendra bon parce que justement les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont assez solides à mon sens. Merci, M. Rodamas. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci de nous avoir donné toutes ces informations qui sont utiles pour nos populations. Voilà, chers téléspectateurs, M. Lo l'a dit, n'entretenons pas la psychose, ne soyons pas apeurés. Voilà, l'État travaille, l'État nous sécurise et nous serons en sécurité. J'espère que l'économie de la Côte d'Ivoire ira encore de plus belle, avancera pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission. Business Matin, c'est terminé. Nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission et toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Nous sommes tous Grand Bassam.